Bonjour, bienvenue à notre bibliothèque vivante virtuelle de la série des métiers hors de l'ordinaire. Je m'appelle Catherine Melançon, je suis chargée de projet à la programmation à BANQ et je serai votre animatrice aujourd'hui. Donc, dans la réalité, hors pandémie, les bibliothèques vivantes se déroulent en face à face. Ce sont des rencontres en personne avec des gens qui ont un parcours de vie ou un métier qui sont vraiment hors du commun. Pardon. Étant donné la situation, nous avons déplacé nos activités dans le virtuel. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, vous entendrez deux livres humains passionnants, soit Bianca Lucier-Dalpé, qui est spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, et Anne Tremblay, qui est comédienne. Donc avant de débuter, je vais vous transmettre quelques informations techniques. D'abord, notre conversation débutera avec Bianca et durera environ 45 minutes. Et nous serons de retour avec Anne vers 16h50. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Bianca de se joindre à nous et d'ouvrir son micro et sa caméra. Bienvenue à la Bibliothèque vivante. Donc, Bianca, toi, tu as, un métier très particulier. Tu aides les gens qui ont une déficience visuelle à mieux vivre leur quotidien. Donc, tu es quand même, comment dire, tu fais œuvre utile dans ton quotidien. Et ben, pour commencer la bibliothèque vivante, je te laisserai peut-être te présenter puis nous parler de ton parcours. Tu sais, qui est Bianca, ton parcours professionnel et comment tu en es arrivée à faire, à pratiquer ton métier hors de l'ordinaire. OK, parfait. Donc, oui, moi, mon travail, c'est spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. C'est un peu long. Fait que souvent, on va utiliser l'acronyme qui est SRDV. Souvent, on dit, je suis SRDV au lieu de tout dire ça tout d'un coup. Donc, moi, je travaille pour un centre de réadaptation qui est, dans le fond, le centre qui dessert les personnes qui ont une déficience visuelle dans la région de Montréal, Laval, Montérégie. Ça fait 10 ans que je travaille à cet endroit-là, qui est l'Institut Nazareth et Louis Braille. Comment j'en suis venue à faire ça? Je vous dirais, dans le fond, au niveau, pour répondre à la question d'un point de vue technique, pour faire ce travail-là, ce qu'il faut, c'est une maîtrise en intervention en déficience visuelle, c'est à l'Université de Montréal. Puis moi, comment j'en suis venue à étudier dans ce domaine-là? C'est après avoir hésité beaucoup. Moi, quand j'étais aux études, quand j'étais plus jeune, tout m'intéressait. Je savais pas exactement vers quel domaine aller. J'ai une déficience visuelle moi-même. Donc, je connaissais un petit peu le milieu de la déficience visuelle, mais pas d'un point de vue réadaptation. Puis à un moment donné, j'ai vu que ça existait, qu'on pouvait étudier à l'université en déficience visuelle. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on apprend à l'université en déficience visuelle? Pour moi, c'était quelque chose que je vivais à chaque journée, mais je ne savais pas qu'il y avait des théories, qu'il y avait une science, si on veut, derrière tout ça. Fait que j'avais commencé par prendre juste un cours par curiosité en me disant, mais qu'est-ce qu'on apprend dans ce domaine-là? De toute façon, j'ai hésité un peu à qu'est-ce que j'allais faire. Fait que je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer un cours? Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Après ça, ben, j'ai fait tous les cours, le stage. Puis, ben, le temps passant vite, maintenant, ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine-là. Je pense qu'il y avait un volet de la question à savoir qu'est-ce qu'on fait, hein? Comme Oui, et ton métier ben, aussi au jour le jour, parce que tu au aides jour le vraiment jour. les gens à mieux fonctionner dans leur quotidien aussi. Oui, OK. Oui, ben, je dirais, dans le fond, moi, je travaille avec la clientèle adulte présentement. Donc, c'est les gens qui ont chez nous, les adultes, c'est drôle un peu, chez nous, c'est de 25 à 64 ans. Donc, mon travail, oui, on peut dire c'est aider, mais c'est surtout enseigner, adapter. Mon travail, en fait, c'est surtout de permettre aux gens de faire, je dirais, ce qui leur tient à cœur. Donc, je vais rencontrer toutes sortes de gens dans toutes sortes de milieux, toutes sortes de contextes, toutes sortes de styles de vie. Chaque personne qui a une déficience visuelle a son histoire. Donc, ça peut être quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un qui a une maladie dégénérative, quelqu'un qui a une déficience visuelle depuis sa naissance. C'est jamais la même chose. Puis, je vais intervenir, dans le fond, par rapport aux difficultés que la personne rencontre. Donc, concrètement, je vais recevoir des références, comme ça qu'on nous appelle. Donc, je vais avoir une demande, si on veut. Puis là, on va me dire, bon, mais la personne, par exemple, c'est un jeune homme de 30 ans qui a une maladie visuelle récente. Et là, il y a de la difficulté. Ah, puis là, ben,
On peut en avoir 2 ou 3 qui sont exprimés. Ça pourrait être de la difficulté à suivre ses cours à l'école, il n'arrive plus à lire ses trucs, il y a de la difficulté à se déplacer. Là, il pourrait y avoir quelques difficultés qui sont ciblées. Puis nous, ce qu'on fait, c'est que on travaille dans une équipe interdisciplinaire, donc chaque personne a un rôle différent. Il y a une personne qui va faire des entraînements au niveau des techniques pour les déplacements. Une autre personne va aider au niveau du soutien psychosocial. Chacun a un peu un rôle qui va venir jouer dans le soutien qu'on peut apporter à la personne, à l'usager, comme on les appelle. Donc, si par exemple, on garde l'exemple du jeune homme là, qui a une maladie dégénérative et qui commence à avoir des difficultés, ben moi, en tant que SRDV ou spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, mon rôle, ça va être plus ce que je dirais, ce qui touche les habitudes de vie, mais pas dans les déplacements, plus comme l'utilisation de la lecture, l'écriture, les technologies adaptées, que ce soit comment utiliser un appareil mobile comme un téléphone intelligent, une tablette, un ordinateur, l'éclairage. Est-ce qu'on devrait faire des changements? Comment on évalue l'éclairage pour quelqu'un qui a une déficience visuelle? Parce que c'est très personnalisé. Oui. Dans le fond, les solutions qu'on va apporter vont toujours dépendre de la vision de la personne, du type d'atteinte visuelle. C'est très, très, très varié. Mais aussi, on s'adapte. Si on a une personne qui a de la difficulté avec les technologies versus on a un technicien informatique, les solutions qu'on va proposer ne seront pas les mêmes. Donc, si on a quelqu'un qui ne parle pas beaucoup français, on va vraiment proposer des adaptations, puis des stratégies, puis des façons de faire. Si la personne a moins de moyens, on va proposer, on va pas s'arranger pour proposer des choses qui vont lui coûter beaucoup d'argent. Donc, on va toujours faire en sorte que les stratégies, les petits trucs, les aides, comme par exemple d'utiliser une aide technique, un lecteur électronique, par exemple, ou les, les adaptations de l'environnement, ils soient toujours, comment je pourrais dire, bien, qui fonctionnent Optimal. bien pour cette personne-là. Ouais. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est incroyable le service que vous donnez parce que c'est absolument à l'écoute des besoins de Oui, la personne. il faut. Ouais. Raison. Oui, oui, c'est vraiment personnalisé parce que ça marcherait pas de dire ah ben quelqu'un qui a une nouvelle déficience visuelle, c'est ça qu'il faut faire. C'est Non. vraiment moi je le vois vraiment comme étant qu'est-ce qui vous tient à cœur? C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez travailler? Puis ensemble, on va trouver les moyens de les atteindre. Donc là, on peut proposer des choses, mais il faut adapter à la réalité de la personne parce que moi, les gens que je rencontre, ça peut être monsieur, madame, tout le monde de la société, de toutes les origines, de tous les niveaux économiques, différents niveaux d'instruction, différents. Ça peut vraiment être. Les personnes n'ont absolument rien à voir entre elles. Mhm. Donc, il faut s'adapter à la personne qui est au milieu dans laquelle elle se trouve. Wow. Puis j'imagine que comme toi, tu composes avec une déficience visuelle, Oui, j'imagine que tu peux tellement te mettre à la place de la personne à qui tu rends ce service-là. Ça oui, doit être. je dirais, mais oui et non, je dirais. OK. Oui, dans le sens que il y a certaines choses qui sont des expériences communes. Par exemple, le fait de ne pas voir les expressions faciales, Mhm. c'est fréquent pour beaucoup de personnes qui ont une déficience visuelle. Notre acuité, notre vision ne nous permet pas de bien voir les visages. Donc, le genre de difficulté, nous, on appelle ça des situations de handicap, donc des trucs qui sont plus difficiles pour nous étant donné une déficience visuelle, ben, les situations de handicap peuvent se ressembler. Ça va être difficile dans un groupe de voir qui parle à qui. Ça va être difficile si quelqu'un dit, puis toi, est-ce que c'est à nous qui parle? Ah, Si bien quelqu'un sûr. fait de l'ironie, ça peut être difficile de le voir parce qu'on ne voit pas sur le visage. Je pense que maintenant, avec la pandémie, les gens s'habituent à bien Oui! voir le visage. Nous, quand on a une déficience visuelle, c'est tout le temps comme ça. C'est même Oui. pire que le masque, je pense. Puis on voit pas les détails des yeux. Est-ce que dans ses yeux, il y a une émotion qui peut passer? Donc, il y a des choses, pour répondre à la question, il y a des choses qui sont un peu liées à la déficience visuelle générale. Par contre, il y a des atteintes visuelles qui vont toucher
La vision, par exemple, des côtés. La personne, Oui. elle va bien voir au centre, mais elle ne verra pas sur les côtés. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils vont bien voir une vision générale, mais ils ne verront pas le visage de la personne à qui ils parlent. Il y en a qui vont bien voir le jour, donc ça va être mieux le soir. Il y en a que ça va être. Fait que selon le type d'atteinte, les trucs qui sont difficiles vont être différents. On parle si je fais un parallèle avec ce que je disais qui est au niveau de l'expression faciale, moi, si je veux bien voir, je vais devoir m'approcher. Mais quelqu'un qui a un problème de champ visuel, s'il est trop proche, il va avoir juste un œil. Fait Ah, que lui, c'est il va vrai. devoir reculer pour voir l'expression faciale. Fait que les situations de handicap, bon, les deux, il y a de la difficulté avec les expressions faciales, mais quand on veut bien voir quelqu'un qu'on doit se reculer socialement, ça peut être perçu de certaines façons. C'est pas toujours simple. Ouais. Quand on veut s'approcher trop aussi, surtout dans le temps de la pandémie, d'être moins de 2 mètres, c'est difficile pour les gens qui voient bien de proche parce qu'ils ne voient pas bien de loin parce qu'on ne peut pas s'approcher. Fait tout ça pour dire que c'est très variable. Là, je donne juste un exemple, mais c'est comme ça pour tout. Fait que Wow. le fait d'avoir une déficience visuelle, ça m'aide à comprendre, mais pas surtout parce que selon l'atteinte, c'est pas la même chose. Je peux pas généraliser mon expérience. Moi, au contraire, je dois avoir un portrait juste de la personne. Fait qu'il faut que je fasse attention à ne pas voir ça trop avec mon regard et ma façon. Ça peut m'aider, mais il faut quand même que je parvienne à dire, OK, cette personne-là, c'est pas du tout le même profil, c'est pas les mêmes difficultés qu'elle rencontre. Donc là, je pourrais pas me fier à ce qui pour moi peut être plus difficile. Donc, ça peut m'aider à peut-être à mieux connaître les technologies, à connaître les stratégies, à les avoir naturellement, mais c'est pas toutes les stratégies puis pas toutes les technologies qui vont être adaptées pour tout le monde. Tout à fait. Donc, il faut que tu sois tout le temps à l'écoute, finalement. L'écoute doit être ton Oui, atout le oui, plus grand. Oui. on vise tout le temps, 100% du temps, c'est difficile, mais on Ouais. vise nous, on voit ça comme étant l'évaluation, donc d'évaluer tous les aspects de la vie de la personne pour répondre à son besoin. Donc, Ah, le génial. plus objectif possible, je dirais. On a une première personne qui ose une question. Oui. Gilles nous demande si vous intervenez dans le cas d'une perte complète de la vue. Ah oui, ben là, ce que je dirais, où est-ce que je travaille? Oui, on intervient pour les gens qui ont autant de perte visuelle totale, qu'on appelle la cécité, qu'une perte partielle, on va dire les personnes qui sont malvoyantes ou qui ont une déficience visuelle. Maintenant, on a souvent des spécialités. Il y a les gens qui sont très, très, très spécialisés dans la cécité, Mhm. parce que là, on entre dans le braille, Oui. dans comment je pourrais dire, un monde en soi. Quand on est dans la déficience visuelle très légère, on va être plus dans les looks, l'éclairage, tu sais. Moi, puis dans le braille aussi, dans la cécité, on va voir les synthèses vocales, tout ça. Moi, je suis comme, souvent, ma spécialité, c'est un peu ceux qui sont à mi-chemin entre les deux. OK. Fait que je vois un peu de tout, mais souvent, je reçois beaucoup je vois beaucoup voir d'usagers qui ont une atteinte visuelle, mais qui vont utiliser, par exemple, des aides qui vont faire appel à des synthèses vocales, à de la voix, mais qui ont quand même un résidu visuel. Fait que OK. je vous dirais, j'ai pas Entre les tout deux. le spectre, j'ai pas le spectre de la cécité, mais j'ai souvent les gens qui ont quand même une déficience visuelle assez sévère. OK. Puis je voulais te poser justement une question par rapport aux outils que tu utilises tout à l'heure, avant qu'on soit enregistré. Tu nous parlais que toi, tu travaillais toujours avec 2 écrans, par exemple. Est-ce que tu as Oui, ben pas quelques toujours, mais quand exemples? je suis sur Zoom. Oui, ah oui! Sur Zoom, tu as 2 Oui, écrans. oui, ben, en fait, j'ai toujours, on va mettre ça plus clair dans le sens que je travaille, là, je suis à la maison, j'ai un ordinateur portatif, mais j'ai un écran externe. Donc, OK. quand je regarde, là, je regarde mon écran externe qui est juste à côté. Donc, le fait d'avoir un écran externe, ça fait qu'on peut le mettre à la distance qu'on veut. Mhm. L'écran, il est plus gros. Donc, au niveau de la posture, le fait d'avoir un écran externe versus s'approcher de son écran, Oui. c'est moins chic sur Zoom. Oui. Donc, l'écran externe va permettre ça. Mais là, quand je fais sur Zoom, la caméra, elle est sur le portable, donc je vais des fois alterner entre les deux. Mhm. Mais quand je travaille, admettons qu'il n'y a pas Zoom d'impliqué, là, que je fais de la rédaction ou quoi que ce Oui. soit, je travaille seulement sur l'écran externe. L'autre, il est là, mais il ne me sert pas. OK. Donc, Ouais. puis il y a certaines personnes, j'imagine, qui ont une aide qui est vocale, qui est auditive. Quand on a un problème Oui, avec ses yeux, c'est ça. Donc, oui. est-ce que c'est beaucoup utilisé, les aides? Je ne sais pas comment les appeler, les aides plus vocales?
Oui, on peut dire l'utilisation du sonore, le mode de Sonore. communication sonore. Les synthèses vocales, dans les dernières années, ça s'est beaucoup développé. On pense juste au GPS, aux ascenseurs, aux assistants intelligents sur les téléphones ou les appareils mobiles. Les synthèses vocales sont de plus en plus répandues dans le grand public. En déficience visuelle, nous, ça fait longtemps qu'on les Oui. utilise, les logiciels qui vont permettre d'utiliser un ordinateur. On a des logiciels spécialisés. Ils vont pouvoir faire en sorte qu'on se fait lire le texte, par exemple. On pourrait dire, ben, je vais le lire, parce que des fois, les gens qui ont une déficience visuelle vont lire un peu plus lentement. Mhm. Mais quand on écoute le texte, on peut être très rapide, autant que quelqu'un qui voit bien, si on s'est entraîné. Donc, on peut utiliser la synthèse vocale, par exemple, pour écouter des courriels, pour écouter un texte. On peut la mettre que quand on écrit, mettons bonjour, ça fait B-O-N-J-O-U-R. Fait que là, on entend si j'ai accroché un S par erreur. Oh, Oh, bonjour. Ouais. on le sait Fait que rapidement. là, j'imite la voix de ma synthèse un peu, mais c'est ça. Fait que la synthèse vocale, c'est une fonctionnalité qu'on peut utiliser dans différentes technologies. Donc là, je donnais l'exemple de l'ordinateur, mais ça pourrait être le cas sur une tablette, par exemple, ou un lecteur pour écouter des livres, ou Hmm. un assistant intelligent, par exemple. J'ai des usagers qui vont utiliser leur téléphone, ils vont dire activer le chronomètre. Comme ça, quand ils Oui. mettent les choses au four, ben, ils vont savoir que c'est prêt. Avant, il faut utiliser la montre, mais c'est difficile pour certaines personnes de le voir. Fait que les synthèses vocales sont intégrées à plusieurs choses. Puis oui, c'est d'une grande aide pour beaucoup de personnes. Ah, wow. Puis est-ce que Ouais. quelqu'un me demande, est-ce que vous faites l'accompagnement seulement à la maison ou des fois vous suivez même des gens dans leurs activités quotidiennes à OK. l'extérieur de la maison? Oui, ben nous, dans le fond, on intervient où il y a les besoins. Mais nous, on fait pas de l'accompagnement, dans le sens que notre façon, on travaille beaucoup en partenariat avec différents organismes ou le réseau de la santé en général. Donc, nous, notre rôle, c'est beaucoup d'outiller la personne. OK. Mais un peu comme on enseigne à quelqu'un à pêcher plutôt que de prendre le poisson, là, si on prend la fameuse métaphore, Mhm. nous, on va enseigner à la personne, OK, pour votre éclairage, si par exemple on fait lire une échelle ou on fait lire un texte, on va remarquer que la personne voit mieux, par exemple, avec des températures de couleur chaude, tel niveau d'intensité. On va lui recommander, on va s'assurer qu'elle nous comprenne bien, on va lui laisser par écrit. Après, mais c'est pas nous qui va aller magasiner les ampoules avec elle, là, Non, puis non. attendre à côté à la caisse. C'est une image que je fais, mais dans le sens que on va dire, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut y aller avec vous? Est-ce que vous connaissez, si la personne a dit non, est-ce qu'il y a un service de bénévolat qui pourrait aider la personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un de son entourage? On va essayer que les gens soient pas, comment je pourrais dire, Laissés à sans, eux-mêmes. laissés à eux-mêmes, merci, c'est ça. Mais notre travail, c'est vraiment, on va enseigner l'utilisation de quelque chose, mais on va pas faire pour. Oui. On va permettre à la personne de le faire. S'il y a des choses que la personne ne peut pas faire, parce que souvent, les gens, ils peuvent, mais parfois, il peut y avoir des obstacles ou des limites. Mais là, dans ce cas-là, c'est qu'au lieu de, ben là, c'est pas capable de faire ça. Ben non, on va essayer de faire en sorte que c'est peut-être la personne pourrait obtenir du soutien d'une autre personne pour pouvoir être capable de faire, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui n'arriverait pas à lire son courrier. Mhm. Nous, on va essayer de l'aider de plein de façons, mais si pour la personne, c'est difficile d'utiliser les outils, une personne qui est plus défavorisée ou démunie, ben là, on va essayer de voir, y a un organisme avec des bénévoles où elle pourrait s'inscrire. Puis là, ben, les travailleurs sociaux, quand je dis on travaille en équipe, les Oui. travailleurs sociaux vont pouvoir aider la personne à ce niveau-là. Oh, très bonne Ouais. réponse. Super. Une autre question de Pierre, un de nos fidèles. Comment Ouais. de temps vous passez avec une personne pour une intervention? Parce que c'est quand même du temps. Est-ce que vous faites ça en plusieurs rencontres? Ah oui, ça, c'est une excellente question. Ça dépend, c'est quoi? Encore, je dis tout le temps, ça dépend, hein, mais souvent, ça dépend. Si la personne, ça dépend d'où est-ce qu'elle part, puis où est-ce qu'elle veut aller. On pourrait simplifier ça comme ça, peut-être. Fait que, par exemple, si j'ai une demande d'une personne qui vient vraiment d'avoir une déficience visuelle très, très récente et très, très sévère, puis qui était hyper actif, ben, dans le sens qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'activités dans sa vie avant. Oui. Ça serait
un truc plus à long terme, parce que là, on a beaucoup d'activités, puis on a quelque chose d'une vision très, très, très sévère et très, très, très récente. Ouais. Si, par contre, je peux avoir un travailleur qui, je sais pas, moi, je pense à une référence que j'ai eue cet été, mon usager, c'est un avocat, ça va super bien. Son logiciel de grossissement, il y a un petit bug. Ça fonctionne moins bien dans tel contexte. Ben là, ça, c'est plus de pointe. Là, je vais, OK, c'est quoi le contexte? OK, on va faire une mise à jour du logiciel, on va tester si ça fonctionne bien avec les tâches au bureau, on va donner 2, 3 trucs. La personne, elle apprend très bien, elle va généraliser par elle-même. 2 rencontres, c'est fini. Mais mon premier exemple que je donnais de la dame qui a eu, qui était très, très, très active, donc est plus capable de cuisiner, plus capable de se déplacer, de lire ses courriels, de lire son courrier. Là, il commence à y avoir beaucoup de choses. Fait que là, c'est là qu'il va y avoir plus de personnes dans l'équipe qui vont travailler avec elle. Puis, souvent, on va faire ça en étapes. On va pas être 5 en même temps parce que pour personne avoir un rendez-vous à chaque journée de la semaine. Fait qu'on va prioriser. Ça se peut qu'on dise, bon, mais le plus important pour vous. Fait que là, si la personne a dit, ben moi, c'est me déplacer en premier, puis après, j'ai besoin de lire, là, j'en peux plus, je peux rien faire. Bon, OK. La personne qui s'occupe des déplacements, spécialiste en orientation et mobilité, va faire un bout. Moi, je pourrais dire, je vais y aller, mais juste pour la lecture. Après, quelqu'un d'autre y va. Puis, tu sais, on va s'arranger pour, parce que cette personne-là se réadapter d'une déficience visuelle sévère qui est subite. Ça se peut qu'elle en ait pour un an à s'adapter. Mais moi, je vais peut-être la voir aux 2 semaines, puis Wow. après, je vais espacer, puis je vais la voir peut-être des rencontres de 1h30, 2 heures, une fois 2 semaines. Puis là, elle va avoir des devoirs, elle va avoir elle va tranquillement avancer. Puis, Wow. c'est ça. C'est Fait que bien c'est de quelque chose donner. de graduel. Ouais. Wow! En plus, vous donnez des devoirs. C'est merveilleux de donner des devoirs. Comme ça, on est sûr qu'on avance dans la bonne direction. C'est quand même très Oui, chouette. oui, oui, il faut apprendre beaucoup de choses quand on a une Ben déficience visuelle. oui, Il y a un tas de choses à apprendre. Oui. oui. Puis, quelqu'un nous demande si parfois ce sont des employeurs qui vous sollicitent pour l'intégration d'un employé. Oui, c'est possible. Généralement, ça vient de la personne. C'est rare que ça vienne de l'employeur, quoi que ça pourrait arriver, mais généralement, c'est par exemple une personne, on a un programme qui est spécialisé pour la réadaptation au travail là, à l'Institut, mais je pense que les autres centres aussi vont faire ça. C'est que dans le fond, quand il y a quelqu'un en emploi, on va adapter le poste pour permettre à la personne d'être en mesure de faire ses tâches. Fait que oui, ça peut être fait. Puis le programme qui est spécialisé en emploi, eux, ils vont beaucoup intervenir si la personne, est-ce qu'elle est encore capable de faire son travail? Par exemple, si quelqu'un a un emploi qui est très manuel, il y a un accident, il y a une déficience visuelle, est-ce que la personne, elle est encore apte? Il y a beaucoup de zones grises, c'est pas toujours clair. Fait Mhm. que les gens qui travaillent dans cette équipe-là, qui est spécialisée par rapport au travail, vont beaucoup intervenir dans les zones un peu grises comme ça. Est-ce que la personne elle pourrait le faire, mais autrement, ou est-ce que c'est dangereux? Ou comment on peut faire la réadaptation dans le contexte du travail très précisément? Oui, ça peut être regardé. Euh, Puis quand c'est plus général, moi je vais voir des usagers qui travaillent, mais quand l'emploi n'est pas en jeu Mhm. nécessairement, mais qu'on a juste besoin de faire certains apprentissages ou de faire certaines adaptations. Wow. Ouais. Une question d'une collègue. On me demande, est-ce que la majorité des spécialistes en réadaptation en déficience visuelle ont eux-mêmes une déficience visuelle? Ça, c'est une très bonne question. C'est une bonne question. J'aimerais ça avoir un sondage de ça. Moi, je travaille dans un centre qui est urbain, entre guillemets, dans le sens que les employés, on peut se déplacer en transport en commun. Oui. Fait que ça, c'est très... Les gens qui ont une déficience visuelle, la conduite, l'accès à une auto, hein, on peut pas conduire, la très grande majorité d'entre nous. Donc, de travailler en Gaspésie, par exemple, en ayant une déficience visuelle, c'est difficile parce que nous, on travaille au centre, mais on va des fois dans le milieu de vie ou que ce soit à l'école, à la maison ou au travail. Donc, de faire ce travail-là dans un endroit qui n'est pas desservi par le transport en commun, ce serait plus difficile. Fait que, ce que je pense, moi, je vous dirais, dans les régions comme Montréal, Québec, on a une proportion de, je dis ça, c'est pas scientifique, là, mais peut-être 1/10 Oh, 1/5? Non, moins qu'1/5. Ça dépend des. Ouais, je vous dirais peut-être 10%, OK. 15%. Mais si on allait en région où il y a moins d'accès au transport, je pense que
la proportion serait beaucoup plus basse. Parce que j'avoue que c'était une de mes questions aussi, parce que des Bianca comme toi qui ont d'autres noms, mais il y en a dans toutes les régions, parce que quelqu'un à Sept-Îles, à Gaspé, peut avoir un problème avec sa vision. Donc, c'est Oui, important qu'il y ait de l'aide sur tout le oui, territoire. oui, puis il y en a, ça fait partie du réseau de la santé. Donc, tous Bien sûr. les CIS et les CIUS maintenant, là, que ça a été Oui, fusionné, donc tous les CIS et les CIUS ont de la réadaptation visuelle. Aussi, oui, c'est ça, où ils vont faire appel à des services surspécialisés, mais en principe, là, de ce que je sais, tout le monde au Québec peut être desservi par un centre de réadaptation en c'est déficience visuelle. génial. Ouais. Donc, tu n'es pas la majorité au sein de ton équipe. Non, ben moi, dans mon équipe, il y en a un peu plus parce que moi, je travaille avec la clientèle adulte. Puis je Oui. dirais, je sais pas pourquoi, mais il y a plus de personnes qui ont une déficience visuelle dans les SRVV, dans les spécialistes en réadaptation de déficience visuelle, dans l'équipe qui travaille auprès des adultes. Dans l'équipe qui travaille auprès des aînés, il y en a un petit peu moins. Je sais pas si c'est comment on pourrait expliquer ça, on pourrait réfléchir à ça, mais moi, dans mon équipe, il y en a quand même beaucoup. Mais quand je pense dans les autres équipes, il y en a un petit peu moins. Fait que là, j'essayais de visualiser ça, puis je m'étais dit à peu près 15%. Mais c'est ça. C'est Ah, ben, mais on souhaite que ça soit un plus sondage grand. Bianca, Lucie et compagnie, mais pas très scientifique. OK, c'est parfait, c'est excellent. Et je répète aux gens qui veulent nous poser des questions, je vois des gens, des fois, qui essayent de lever la main. Il faut vraiment poser les questions dans la section Q et R en bas à droite de votre écran. Voilà. Une autre question. Ouais. Donc, ben, tu en as un peu parlé. Tu as parlé du type que l'équipe est vraiment multidisciplinaire. Les Ouais. autres types de collaborateurs, les autres intervenants avec qui tu travailles, Ouais. ils font quoi? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de 2 ou 3 intervenants avec qui Ouais. tu travailles Ouais. Ouais. souvent? Ouais. Puis un petit détail, on dit interdisciplinaire. Inter, Pas très grave. Multi, c'est que tout le monde travaille en silo, un à côté de l'autre. ça marche Puis pas. inter, c'est que ben, ça peut marcher dans certains contextes, mais nous, l'approche qui a été choisie, c'est interdisciplinaire. Donc, ça veut dire qu'on travaille en équipe. On est différentes professions, mais on n'est pas chacun dans notre bureau. On va mettre en commun ce qu'on a fait. Mhm. Bon, ceci étant dit, les disciplines qu'il y a dans mon équipe, il y a ben, des spécialistes en réadaptation des déficience visuelle, des spécialistes en orientation. On a ce que nous, on appelle des intervenants psychosociaux. Donc, c'est psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs. On a techniciens en éducation spécialisée. Je vais pas oublier quelqu'un, là. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ergothérapeute. Oui. Ergothérapeute, oui. L'ergo va souvent travailler avec les gens qui ont des atteintes neurologiques ou des handicaps associés. On a notre chef d'équipe, l'agente administrative et la coordonnatrice. Wow! C'est ça. Ouais. Vraiment, vous êtes des On est une super-héros, vingtaine, je dirais, quand dans même. l'équipe adulte. Ouais. On a une question très mignonne ici. Est-ce que le piano de Bianca fait partie de son coffre à outils? Wow! C'est cute! Le piano, ben, là, je suis à la maison, là, je suis pas dans mon Bien bureau. sûr! Ça serait le fun d'avoir un piano au bureau. Ah, ça serait Euh, fabuleux. Est-ce que le piano, des fois, ça m'est déjà arrivé, pas comme moyen d'intervention, mais je vais parfois intervenir, comme là, je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai un support à bras articulé, comme ça, c'est une adaptation pour lire de la musique. Oui! Un support, là, vous voyez mon ménage qui est vraiment pas parfait. Ah, pas de problème. Le support à bras articulé, ça fait que mes partitions, je peux les mettre plus près. Fait que, vous voyez, ça, c'est pas que le piano est un outil, mais je vais intervenir parfois auprès des gens qui jouent de la musique parce que la lecture de la musique, c'était mon sujet d'ailleurs dans ma maîtrise, moi, l'accès à la lecture musicale chez les Ah! personnes qui ont une déficience visuelle. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est quelle adaptation on peut faire pour que la personne soit en mesure de lire ses partitions. Fait que ça arrive que je vais faire ça auprès des gens. Fait que je vais pas intervenir en utilisant la musique comme outil. Ça pourrait se faire, mais peut-être pas dans le cadre de mon travail à moi. Mais moi, c'est plus comme comment faire en sorte que la personne qui veut lire la musique va être capable de le faire. Wow! Je te Ouais. dirais que pour être musicienne à mes heures, même quand on n'a pas de déficience visuelle, des fois, on a beaucoup de misère avec notre lutrin à cause de la lumière. Donc, peut-être que tu pourrais même aider des gens qui n'ont pas de déficience visuelle. Ah, c'est un défi, la lecture musicale. C'est Oui. encore plus complexe que la lecture de textes réguliers. Parce que sur une partition, l'information, c'est pas linéaire, c'est un peu Non. partout, hein, ça monte, ça descend. Des fois, les notes sont proches, des fois, sont loin. Fait qu'il
il y a beaucoup de défis dans l'accès. On Tout pourrait à avoir fait. un webinaire juste sur ça. Ah oui, oui, et j'embarquerais, je pourrais l'animer parce que aussi une partition, comme les lignes sont parfois très proches, Oui, la lisibilité n'est pas toujours très bonne. Mais oui, 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 c'est on ça. s'en reparlera hors Zoom, ma chère. Une autre question, c'est bien ce soir, il y a beaucoup de questions, c'est très, très, très vivant. Donc, est-ce que votre modèle d'intervention existe dans d'autres pays ou provinces? Est-ce que vous faites des échanges d'expertise avec Ah! d'autres endroits? Oui, oui. Ben là, en ce temps de pandémie, là, Oui. malheureusement, on est pas mal cloisonné. Mais je sais que, je pense que c'est très différent. Comme il y a un réseau francophone qui existe, le réseau de la francophonie en déficience sensorielle. Puis, je sais qu'on a des échanges. C'est possible de postuler sur un stage en France. Fait que moi, j'ai des collègues qui sont allés 2 semaines. Puis des fois, on a des gens de la France, de la Suisse, de la Belgique qui vont venir à l'Institut comme faire un stage d'observation. Fait que nous, des fois, on va sur la route, puis une fois par année, on a un Français ou un Belge ou une Suisse. Même il y avait des gens des Caraïbes aussi, il me semble. Fait qu'on on a des échanges comme ça. Oui, ça existe. J'ai pas une connaissance approfondie de comment ça se passe au jour à jour, au quotidien dans les autres pays, mais je pense qu'au Québec, on est quand même pour être une personne qui a une déficience visuelle, je pense que le Québec, c'est un bon endroit où naître. On pourrait le voir comme Ah, ça. Oui, parce qu'on a beaucoup d'aide. Tu sais, on a un État-providence qui est quand même oui. généreux. Il y a des États où les gens, ici, on peut attribuer dans certains cas des aides via la RAMQ, des logiciels adaptés, même les étudiants au secondaire, ils peuvent avoir un ordinateur s'ils ont besoin pour pouvoir prendre des notes à l'ordinateur, c'est difficile d'utiliser le crayon. Il y a des pays dans le monde où ça, c'est pas possible, qu'il n'y a pas des fonds, comment je pourrais dire, gouvernementaux dédiés à l'adaptation pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Je pense qu'on est vraiment un endroit, c'est comme, on est un peu, on a certaines choses du côté francophone comme l'Europe, mais on a aussi le côté américain. Puis le côté américain, il est très avancé au niveau techno. Fait que nous, on est comme à mi-chemin entre les deux. Fait que je trouve que comme position, c'est vraiment idéal. C'est comme si on a deux écoles de pensée qui nous influencent, puis on a quand même du bien de chacune des deux. C'est vrai qu'on est chanceux dans plein de domaines aussi. On profite de ces deux grands axes-là pour Ouais. travailler. Ouais, génial. Je reviens aux questions par rapport au travail, à l'employabilité. J'imagine que dans certains cas, ben, vous devez être en lien avec la CNESST. Puis est-ce que vous devez parfois travailler avec des spécialistes en employabilité ou en orientation pour l'intégration Ben, de vos clients? CNESST, j'ai toujours de la difficulté à le dire Moi depuis que aussi. l'acronyme a changé. Ça serait le programme dont je vous parlais un peu plus tôt, qui est le Oui. programme spécialisé en réadaptation au travail. Eux, oui, peuvent avoir un lien direct avec l'employabilité. Il y a un CEMO qui est, moi, je suis un petit peu moins familière parce que c'est pas ma pratique à moi, là, mais il y a un CEMO qui est un centre équitable, non, centre d'accès main-d'œuvre, je suis même pas certaine de l'acronyme. C'est des centres d'emploi pour les gens qui veulent aller chercher un travail. Il y en a un qui est dédié aux personnes qui ont une déficience visuelle. OK. Donc, je sais que les gens qui cherchent un emploi peuvent aller à cet endroit-là. Donc, mais ça, c'est un organisme en soi, là. Fait que nous, oui, il peut y avoir une collaboration. Mais c'est ça, je vous dirais, c'est rare, moi, que j'ai eu à travailler avec la CNESST. Ouais. Je me OK. demande si je l'ai déjà fait, en fait. Ah, bon. Ouais. Très, très Mais bon. l'équipe, si vous aviez quelqu'un au webinaire qui était en réadaptation au travail, il pourrait vous en parler pendant très longtemps. Mais pas moi. J'imagine, j'imagine. Puis, une autre question très précise mais pertinente. Quand il faut outiller une personne, est-ce que vous avez un budget pour les aider? Comment ça fonctionne avec OK, la partie ouais. OK, financière? ouais, OK. La partie financière, c'est complexe. Dans le sens J'imagine. que il y a certaines choses, on a comme la vision, OK, je vais recommencer ça. La vision, c'est pas on a une déficience visuelle ou on n'en a pas. Il y a des niveaux de Oui, déficience visuelle. Puis nous, généralement, on va toujours essayer de proposer la solution qui est la plus simple. Parce que généralement, la solution la plus simple, c'est la plus pratique. oui, Par exemple, si quelqu'un veut être capable je vais donner un exemple concret, si la personne veut être capable, elle a de la difficulté à remplir un verre d'eau parce qu'elle déborde, tu sais, elle voit pas le niveau qui monte, oui. on pourrait attribuer un petit bidule qui est relié à une pile, qui a deux tiges,
Les tiges entrent on pose ça sur le rebord du verre, on verse l'eau, l'appareil reste là, la pile est à l'extérieur, les deux tiges à l'intérieur du verre. Quand on verse l'eau, quand le bas de la tige est atteint par le liquide, il y a un courant électrique qui passe, ça fait bip! Bon, ça, c'est un Wow! bidule qui existe. Ouais. Mais, on peut juste mettre notre doigt dans notre verre. Quand on met notre doigt dans notre verre, si c'est pas du café, évidemment, vous avez quelque chose, on se lave les mains, là. On peut mettre notre doigt, puis ça, on peut le faire partout. On peut le faire à la maison, chez un ami, au restaurant. Le petit bidule, il faut le traîner dans son sac. Tout à fait. C'est toujours mieux de proposer à une personne d'utiliser une stratégie qui va marcher dans toutes les situations. Mm-hmm. Les aides, il faut les avoir, c'est lourd, ça peut briser. On peut devenir à créer une espèce de dépendance envers une aide technique. Fait que nous, notre travail, c'est que on va essayer de voir la personne, est-ce qu'elle est capable de faire le verre d'eau avec la stratégie. Si elle n'est pas capable, l'aide va pouvoir l'aider. On va essayer de trouver la technique qui est la plus pratique, la plus polyvalente. Ah. Fait que il y a des aides, tout ça pour dire que il y a certaines aides qu'on peut attribuer. Quand on dit attribuer, ça veut dire prêter à long terme après une évaluation. Donc, le décret de la RAMQ des aides visuelles, c'est comme un règlement qui fait partie de la loi de l'assurance maladie, dans le fond, où on peut dire, ben, si la personne, il n'y a rien d'autre dans les stratégies, dans les trucs, dans tout ce qu'on peut enseigner qui lui permet de faire une tâche, si la personne a tel niveau de vision et qu'elle est dans telle situation, étude, travail, là, on peut faire ça, 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 ça. Ah, Fait que OK. nous, on doit un peu jouer avec ça. Est-ce qu'on attribue? Est-ce qu'on enseigne quelque chose? Oui, il y a des possibilités d'attribution, mais c'est pas comme barre open ou buffet Non, libre. non, bien sûr, bien sûr. C'est très cas par Cadré. cas, évaluation. Ouais, on va essayer de voir, OK, mettons un appareil qui permet de lire. OK, oui, ça, on pourrait l'attribuer. Est-ce que, malheureusement, il n'est pas au travail, mais on va y en trouver un autre, ça va marcher. Tu sais, fait que oui, ça peut être fait, mais il n'y a pas comme comment je pourrais dire, j'ai pas un budget. En fait, c'est que moi, quand j'ai ce texte-là, le décret de la RAMQ, j'ai des catégories, c'est assez complexe, ça serait pas très intéressant si j'expliquais ça en détail, mais j'ai des paramètres dont je dois tenir compte, puis je dois faire avec ça et mon évaluation dans le fond. Ah, Ouais. génial. Mais c'est ça, c'est quand même comme c'est la RAMQ, c'est très paramétré. Donc, évidemment, Oui, rien n'est laissé au hasard. Je suis il n'y a certaine. pas beaucoup de hasard. Il y a des Non. niveaux de déficience visuelle, puis il y a des habitudes de vie. Donc, si la personne a tant, avec tel chiffre qui correspond à ses capacités visuelles, ben, c'est parce qu'en principe, elle n'aurait pas besoin, par exemple, quelqu'un n'aurait pas besoin d'utiliser un logiciel qui fonctionne seulement avec la voix. Si elle a quand même une vision très, très, très fonctionnelle, on serait mieux avec un autre. Elle ne serait pas admissible à celui-là, mais l'autre, généralement, il va vraiment convenir mieux. Fait que c'est ça, il y a un peu des critères, si on veut, dont on doit tenir compte. Ah, Ouais. super. Une autre question d'ordre un peu plus psychologique. Le plus grand Hey. défi dans ton travail, puis le plus grand défi, est-ce que psychologiquement, parfois, ça doit pas toujours être facile? Euh, ben, à la base, là, ce qui est le fun, c'est que c'est jamais pareil. Mhm. Le corollaire ou le pendant négatif de ça, c'est que c'est difficile à suivre des fois les technologies. Le, on apprend à chaque jour, c'est stimulant, mais c'est beaucoup de travail. Dans Oui. le sens que des fois, on dit, oh, il y a quelque chose qui vient de sortir. Ah, OK, ça va vraiment aider cette clientèle-là, mais il faut se maintenir à jour. Fait que Mhm. ça, c'est le défi de tout connaître au niveau des. On a comme une explosion, je Oui. dirais, dans les dernières années au niveau technologique. Juste l'avenue des appareils mobiles, ça a changé la vie, ça a changé pour les personnes qui ont une déficience visuelle, avoir un téléphone intelligent. Le téléphone intelligent, il peut parler, pour beaucoup de nos usagers, on doit tout apprendre ça, nous, puis dire, OK, cette application-là, dans ce contexte-là, elle pourrait aider lui, mais on a beaucoup de choses à apprendre. Fait que Ouais. le défi, il est technique, je dirais, mais il est aussi psychosocial. Nous, c'est beaucoup, moi, je vois souvent, c'est technique, clinique, puis mélange des deux. Tu sais. Fait qu'on doit connaître la technique. Quand je dis clinique, c'est plus tenir compte de la personne, tenir compte de sa vision. Quand on enseigne, d'être pédagogue, d'être à l'écoute, c'est sûr que les gens qui ont des déficience visuelle, il y en a qui vivent une situation de deuil, donc d'adapter notre intervention à quelqu'un qui peut peut-être vivre des choses difficiles, de pas aller trop vite,
Des fois, on dit, ah, elle pourrait faire ça, 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 ça. Mais elle n'est pas rendue là, la personne. Donc, de C'est vrai. respecter le rythme de l'usager, de lui donner de l'espoir, mais de pas non plus vouloir plus que lui. Oui. Fait que de trouver cette marge de manœuvre-là entre comme vouloir tout régler, puis des fois trouver que c'est trop. Faut comme trouver la marge de manœuvre. C'est ça le défi. Wow. Oui, Ouais, vous devez être très sage dans vos interventions en même temps. sage. Ben, sage, aller au bon rythme, être à l'écoute, tu sais, vous êtes On vraiment. apprend, on apprend ça. Ouais. On essaye. Des fois, on fait des erreurs, on fait des des fois, on est très, comment on peut dire, des fois, on se dit, ah, ça m'aiderait tellement, tu sais. La personne n'est pas prête. De toute façon, ça ne marchera pas. Mhm. Ça arrive, des fois, on se dit, oh, on va essayer, mais si on passe la note, là, il faut comme écouter notre sentiment. Si on sent que, tu sais, quand on enseigne quelque chose, un prof à l'école qui bourre le crâne, là, ben, on le sent à un moment donné, le prof, il va sentir que ça rentre plus, là. C'est un petit peu la même chose, sauf au niveau émotionnel. Oui, C'est tout à quand on sent fait. que ça rentre plus au niveau émotionnel, faut arrêter. Comme c'est le savoir-être, je dirais, on l'apprend, des fois on fait des erreurs. C'est ça, justement, c'est pour ça que c'est un défi, hein, Oui, ah, tout ouais. à fait. Écoute, il nous reste seulement 4 minutes. Ça OK, va ouais. tellement vite quand c'est intéressant. Alors, je vais peut-être finir par une belle question ouverte. Qu'est-ce qui nous surprendrait? Qu'est-ce qui nous surprendrait d'apprendre sur votre métier? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui nous. Ouais, est-ce que tu as des choses à nous dévoiler qui nous surprendraient? Qu'est-ce qui serait surprenant? Euh, ben, il y a des choses de base, des fois, qui vont surprendre les gens. Ben, quand je dis de base, pour nous qui travaillons là-dedans, mais c'est le fait que la déficience visuelle, c'est pas quelque chose qui est souvent apparent. Mhm. Fait que ça, c'est quelque chose qui surprend. Souvent, les gens vont dire, ah, les gens qui travaillent en déficience visuelle travaillent avec les gens assistés, qui vont utiliser des chiens guides, les cannes blanches, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais les gens qui n'ont aucun résidu du tout fonctionnel, c'est comme une infime minorité dans la déficience visuelle. C'est vraiment tout un spectre. Puis c'est tellement varié, tu sais, c'est comme, il y a des gens qui, tu sais, comme l'éclairage peut avoir un impact. Mais quand je dis l'éclairage, c'est dans les moindres détails. Là. Fait quelqu'un qui a une déficience visuelle, il doit tout le temps réfléchir à qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que présentement je suis pas à mon top dans ma vision. Tu sais, Mhm. euh, tout l'environnement va venir jouer. Fait c'est ça qui est surprenant, c'est à quel point la déficience visuelle, elle est partout, elle est dans toutes les habitudes de vie. J'ai l'impression que certains, mais peut-être que je connais moins les autres handicaps, mais admettons qu'on pense à quelqu'un qui, par exemple, devrait se déplacer en fauteuil roulant, il y a un problème avec les jambes. Dans notre tête, on va imaginer, OK, la personne va avoir de la difficulté avec les transitions, avoir de la difficulté avec la marche, les escaliers. Quelqu'un qui a une déficience visuelle, les situations de handicap sont complexes à anticiper. Mhm. C'est partout que ça va venir jouer dans plein de petits détails. Puis c'est ça qui est surprenant, c'est de voir dans tout ce que la personne, par exemple, si la personne a une table blanche, puis qu'elle met sa feuille blanche sur la table, elle peut la perdre. Mais Bien si elle sûr. dit, oh, mais si sa table, elle est brune, mettons, puis qu'elle met la feuille, elle va la trouver. Fait que là, il faut tout le temps réfléchir à, OK, si j'ai un savon blanc dans un bain blanc, on ne verra pas. Mais je vais prendre un savon vert ou je vais mettre un Wow. tapis de bain. Fait que la déficience visuelle, c'est surprenant dans le sens qu'il faut, c'est partout que ça, c'est surprenant par sa, c'est quoi le mot, quelque chose qui est partout. Sa vastitude a son La omniprésence. vastitude, hein? Son omniprésence. Son omniprésence, ouais. Fait que ouais, ça c'est quelque chose qui est surprenant puis qu'il faut toujours garder en tête. Ben, je Ouais. dirais en conclusion que, wow, je vois à quel point vous devez penser à des détails, à des choses fines. J'ai l'impression que les gens qui ont des déficiences visuelles ont les neurones mieux connectés que les gens Ou qui sont sont plus voyants. fatigués à la fin de la journée. Peut-être, ils doivent dormir très bien parce que c'est très impressionnant. Tu sais, l'exemple de la feuille blanche sur une table blanche, jamais j'aurais pensé à ça, mais quand toi tu le dis, c'est d'une logique implacable. Tu sais, Ouais, c'est le contraste. Fait que de penser à avoir des bons contrastes, de dire, ben là, si j'ai un petit trombone là, dans ma main, je vais pas le oui. mettre sur ma nappe fleurie, c'est clair, je le retrouverai pas. Où est-ce que je vais le mettre, mon trombone? Faut toujours pas être stratégique. Wow! Alors, c'est vraiment, vraiment impressionnant de t'entendre. Ben donc, il me reste plus qu'à te remercier, Ben, ça m'a fait vraiment. plaisir. Ça a été vraiment très pertinent.
Nous recommençons avec Anne Tremblay. Tout va bien? Tu m'entends? Je vais plutôt enlever les écouteurs. Parfait. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vais en profiter pour dire que dans la vie professionnelle d'Anne, il y a souvent un accompagnateur, une accompagnatrice. Et là, il y a Laurie qui est notre magicienne aujourd'hui, Ouais. qui nous aide à nous connecter. Puis, peut-être pour commencer la bibliothèque vivante, Anne, je vais te demander de te présenter, de nous parler de toi. Qui est Anne, cette comédienne? Je m'appelle Anne Tremblay. J'ai commencé à aimer le théâtre quand je suis arrivée au Muse. C'est une école de formation en théâtre. Puis j'ai eu la piqûre quand on a fait un cabaret des Muses, un spectacle. Puis on a comme fait une allocution d'un texte d'Hamlet, Wow! être ou ne pas être. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre. OK. Puis donc, les muses, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est les muses? Moi, je le sais, mais je sais qu'il y a des gens dans le public qui ne connaissent pas les muses. Les Muses, c'est une formation pour tous les arts, pas visuels, mais les arts comme mime, théâtre, impro, chanter. Mais moi, je ne chante pas. Mais en tout cas, il en forme des personnes qui chantent. Puis, ouais, théâtre, danse, mime, impro. Tous les arts vivants, dans le fond. Ouais, Donc, vous êtes vivant. vraiment. Puis, Ouais. est-ce que pour aller aux muses, il faut absolument être en situation de handicap? Ouais, j'ai jamais demandé vraiment cette question-là, mais on est tous avec des handicaps intellectuels, des déficiences intellectuelles, parce que j'aime mieux ce mot-là, Oui, euh, euh, ou des syndromes parfait. comme l'Asperger, l'autisme. OK, donc c'est super varié. Ouais, Oui, puis ça, c'est super important, le vocabulaire. Quand on parle, comme tu dis, toi, tu préfères le mot déficience versus handicap. Tu sais, c'est super important de le dire parce que, évidemment, des fois, quand on mène une bibliothèque vivante, des fois, la personne qui interviewe peut dire n'importe quoi. Donc, c'est très important de m'arrêter si je dis n'importe quoi. Donc, dis-moi, donc, toi, tu es encore, ce qui est génial dans ta situation, c'est que tu es encore en formation au Muse, mais tu as tout de même un parcours professionnel. Tu oui, travailles quand même au sein de la compagnie Joe, Jack et John, qui est une compagnie professionnelle. ouais. C'est une compagnie de théâtre inclusive, expérimentale. Alors, c'est vraiment le fun. Puis Ouais, hein? on touche un peu à la danse, puis au théâtre. C'est ça que j'aime, c'est un peu multidisciplinaire. Puis, malgré la pandémie, vous travaillez quand même présentement. Ouais, Peux-tu un peu m'expliquer? moins, un peu moins, je pense que s'il n'y en avait pas de pandémie. Oui, oui, sûrement. Puis, dans le fond, comme là, présentement, tu es chez Joe, Jack and John, tu es au Théâtre Espace Libre en ce moment. Dans les bureaux. Donc, est-ce que cette semaine, par exemple, tu as eu des répétitions? Oui, j'en ai eu une hier, puis une lundi. Et là, aujourd'hui, tu t'es déplacé juste pour nous parler. Oui, Ah, génial, génial. Alors, je suis allée justement au Muse ce matin. OK. Donc, tu as quand même un horaire bien chargé, là. C'est la pandémie, mais tu vas à l'école, tu as même des cours sur Teams, tu me disais, tu as des Ouais, cours en vidéoconférence. ouais, on J'aimerais s'en- ça que tu t'expliques au public parce que tu me l'as expliqué plus tôt cette semaine, mais tu réussis même à avoir des cours sur Teams. Peux-tu m'expliquer comment vous répétez en vidéoconférence? on essaie de faire le minimum.
on va pas non plus, faire de la danse comme on est habitué dans les locaux. On va y aller au minimum. Alors, on se parle comme ça, Mmh. comme vous et moi. Puis, après, ben, si on a des devoirs à faire ou des exercices, on va les écrire sur une feuille, puis on va les faire par nous-mêmes au courant de la semaine. Donc la pandémie vous demande encore plus d'autonomie au fond? Oui, puis j'aime ça moi, personnellement, là, j'aime ça. Ah oui? Ah toi, t'aimes ça? Ouais. Tu es responsable de tes choses, puis c'est toi ton propre boss? Oui, presque enfin. Ah wow! Génial. Qu'est-ce que je voulais ah oui, je voulais te demander parce qu'on va pouvoir montrer des photos tout à l'heure, mais présentement, tu répètes pour une pièce qui s'appelle Violette et j'aimerais que tu m'expliques, tu me parles un peu de la pièce Violette parce qu'elle va être présentée quand la pandémie va être terminée. Vous allez même partir en tournée. Donc, il y a des gens qui nous écoutent peut-être d'ailleurs au Québec qui vont pouvoir te voir sur scène. Oui, Violette, c'est une histoire, d'une personne, qui se fait agresser sexuellement, mais c'est raconté de façon poétique. Wow! Puis c'est un à un. Alors, c'est pas un gros public comme, traditionnel qu'on connaît. C'est vraiment une personne à la fois que j'invite dans ma chambre. OK. Wow! Oui, oui, oui. Puis, après, ben, il voit la vidéo, réalité virtuelle de Violette qui raconte justement son agression, puis comment qu'elle peut finalement sortir de là. OK. Donc toi, tu es Et vraiment le personnage principal. oui, oui. Alors, je vais demander à ma collègue Joëlle, qu'on ne voit pas, mais qui est présente, de nous montrer quelques photos parce qu'on a des photos magnifiques de toi en Oui. répétition. Oui, on va laisser Joëlle. Ah ouais, partage d'écran. Super. Donc, on voit même des images en répétition avec vos masques. Donc, on voit que vous suivez vraiment bien les conseils de la santé publique. Ah, mais ça, par contre, c'est pas Violette. Ah non, ça, c'est Les Waitrices sont tristes, hein? Oui, c'est pas la même chose, Non, c'est un autre spectacle auquel tu as participé. Oui, oui, oui. mais c'est la même compagnie. Ça, c'est Violette. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dans le cou, Violette? Si je me souviens bien du mot, c'est un apon ou un Est-ce que c'est apon, ouais, c'est ça. un hapon? Est-ce que tu peux souffler dedans? Ouais, Ah! c'est pour rappeler, la Corneille parce qu'elle a une amie imaginaire. Oh wow! Puis elle peut appeler une corneille. Ah! Ouais, Génial. Donc ça, c'est ta chambre, c'est vraiment le décor dans lequel tu es. oui. Le spectateur s'assoit sur mon lit, puis après ça, ben, il part avec la vidéo. Wow! Donc il y a des spectateurs qui sont peut-être timides aussi, j'imagine. Donc Ça, c'est les waitrices. ça, c'est les waitrices. Donc les waitrices, c'est un spectacle que tu as déjà présenté, qui est terminé. Non, on est en répétition pour le moment encore, en exploration ou répétition. Puis, on attend, des nouvelles pour les spectacles. On n'a pas encore de date précise. Oui. Ça, c'est le mystère pour tout le monde. Donc, finalement, tu es en train de répéter pour 2 spectacles en même temps. Oui, Wow! Ça, c'est quand même un défi. Ah, je vois qu'on a une ouais. première question du public. On a une première question, quelqu'un qui ne s'est pas gêné. Ah, ben oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le théâtre? Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est d'apprendre des textes. Oui. Avant ça, je pouvais pas imaginer que je pourrais apprendre quelque chose de vraiment long, Mhm. mais finalement, j'ai une bonne mémoire. Puis j'aime aussi avoir beaucoup de travail à faire. OK, donc tu es une travaillante, là. Toi, ça ne te fait Ouais. pas peur à battre du Non. travail. Puis est-ce que tu as des trucs
pour apprendre des textes? Oui, je lis une phrase à la fois. Non, mais c'est un bon truc. Ouais. Puis moi, c'est rare parce qu'il y en a qui sont pas capables à cause de leur concentration, mais pour apprendre un texte, moi, je l'apprends dans le métro, Wow! même avec beaucoup de voix puis des hurlements d'enfants. Toi, ça te fait pas peur. Non, Mais je te comprends, ça fait un espèce de bruit de fond, donc ça permet de mieux te concentrer sur ton texte. Wow! Puis, est-ce qu'il y a des gens qui t'aident à répéter parfois aussi? ben, quand j'habitais chez ma mère m'aidait. On la salue si elle nous écoute. Maman. Puis, maintenant, c'est mon copain qui m'aide. OK, donc tu as toujours un proche qui va t'aider à répéter. Ouais, à répéter quand je connais le texte, parce que pour apprendre le texte, je dois être toute seule Ouais. pour l'apprendre. Donc, c'est vraiment quand tu es rendu à un niveau plus élevé que là, tu peux faire embarquer quelqu'un qui peut t'aider à répéter. Ouais. Ouais, je comprends ton truc. Puis est-ce que tu penses que tu vas être comédienne toute ta vie? Mmh, comme c'est parti, je pense que oui. Ben, moi, ce que j'ai entendu de toi à travers les branches, c'est que tu as une grande sensibilité et tu es vraiment une très bonne comédienne. Alors, moi, j'ai bon espoir. J'ai bon Merci. espoir. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Oh, est-ce qu'on a une autre question ici? Ah, c'est bon. C'était ma question. Alors, je vais ouvrir mes questions. Et dis-moi, une semaine typique là, dans la vie d'Anne, ben, tu me l'as un peu dit tout à l'heure. Donc, tu as et les muses et le théâtre. Donc, tu as quand même des semaines très occupées. Mais est-ce que à tous les jours, tu as vraiment, dans le fond, à tous les jours, tu fais du théâtre pratiquement? Ben oui, ou de la performance ou des cours, ben, une semaine, normale pour moi, c'est que, quand je vais au Muse, ben, maintenant, c'est sur internet. OK. Alors, ça, c'est mardi puis mercredi. Mhm. Ou sinon, ben, il y a les répètes. Puis ça aussi, ça prend, quand même, beaucoup de journées, pour pendant la semaine. Beaucoup d'heures. Ouais, une répétition, on ne fait pas ça en criant ciseaux, hein? Ça prend du temps. Mais là, je suis contente parce que j'ai quand même beaucoup de travail, puis je me sens importante. Ouais, ouais. Ah, Ouais, tu l'es? Ah oui. Tu es occupée, puis c'est ça qui te ouais. stimule. Ah, c'est génial. Puis, ben, on la voit pas, mais on sait qu'il y a des accompagnateurs dans ta vie. Puis il y en a une qui est là aujourd'hui, mais j'aimerais ça que tu nous parles du rôle des accompagnateurs dans ta vie. Le rôle des accompagnateurs, c'est, de gérer mon stress Tu es chanceuse. globalement, parce que quand j'allais, pour Violette, j'étais quand même stressée. Mhm. Puis quand j'arrivais à la répète, je savais que je retrouvais des personnes qui sont, gentilles puis douces, puis qui peuvent me tranquilliser à tout moment en me parlant. Puis aussi, ils aident, à tout planifier si, tout est en place, Mhm. à me donner mon costume, à me maquiller si j'ai besoin d'aide, à me placer les cheveux, à voir où est-ce que je vais tourner, dans quelle chambre pour Violette. Ou c'est ça, c'est la gestion, puis c'est l'humanité entre nous. Oui, ah oui, oui, c'est génial. Donc, si par exemple, tu dois aller sur un plateau de télé, ton accompagnateur ou ton accompagnatrice peut venir avec toi. Oui, Wow! Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'envient présentement. On aimerait tous avoir un accompagnateur pour gérer notre stress. Ça, c'est génial. Alors,
Je trouve que notre public est un peu timide, alors si notre public veut poser des questions à Anne, il faut surtout pas se gêner dans la section Q et R en bas à droite. Peut-être que les gens sont juste attentifs, ils sont très attentifs. Puis, est-ce que toi, en temps hors pandémique, est-ce que quand c'est pas la pandémie, est-ce que tu vas au théâtre? Est-ce que tu assistes aussi à des spectacles? Oui, mais plus quand j'étais jeune. Là, c'est moi qui le fais. Oui. Ça fait que j'ai pas besoin nécessairement d'y aller pour combler mon manque. OK, donc tu sens pas que tu as nécessairement le besoin d'aller voir un spectacle de théâtre. Non, mais pour aider, admettons, une création ou un personnage, je pourrais m'adapter pour Oui. aller voir un une, un théâtre. OK. Puis est-ce que donc toi, non seulement tu es comédienne, mais dans certains spectacles, tu fais même partie du processus de création? Oui, oui, comme, surtout les Waitrices, centristes que vous avez vues sur la scène. Oui. Heu, on a fait de l'exploration en septembre. Là, je pense qu'on est encore en exploration, mais ça devient un peu plus concret. Puis quand vous faites de l'exploration, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que vous faites, par exemple, un tour de table? Est-ce que tout le monde donne son opinion sur, la direction où s'en va le spectacle? Comment ça marche? Non, non, on pourrait donner notre opinion en faisant un tour de table, mais je pense que qu'est-ce qu'on fait le plus, c'est qu'on essaie de faire des actions puis de voir comment que nous, on réagit à ça. C'est comme ça part de l'impro à quelque chose de plus concret, puis ça Mmh. part un peu de nous. OK. Donc le metteur en scène, à partir de l'exploration que vous faites, le metteur en scène va prendre beaucoup de notes, puis va voir qu'est-ce qui fonctionne mieux, C'est qu'est-ce qui ça. fonctionne moins bien. OK, Ouais, voilà. Donc vous êtes toujours en train de donner, j'ai le mot anglais en tête, du feedback. Vous êtes toujours en train de faire, action-réaction dans le fond, avec c'est votre ça. metteur en scène. Ouais. Ah, génial, génial. Alors, et voilà. Et qu'est-ce que le théâtre t'a permis d'apprendre sur toi? Tu nous as dit que tu étais capable de travailler fort, que tu réalisais que tu avais une bonne mémoire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as apprises sur toi? Mmh. Ben, ouais, mais plus personnellement, j'ai appris que je pouvais respirer un peu mieux que quand je respirais sans faire de théâtre. On a une accompagnatrice qui rit à côté de toi, hein, je pense. Je respire mieux peut-être, puis je prends plus mon temps, puis je Mmh. me laisse un peu comme, heu, envahir par une vague. Wow! Très bon truc. Ça, c'est des bons trucs pour, tout le public qui t'écoute, je pense. Je pense qu'on est beaucoup de gens qui oublient de respirer, de bien respirer souvent. Ouais, parce qu'avant, j'étais plus, catégorique là. Mmh. J'avais comme une planification de fait, puis j'étais comme un peu trop stressée avec tout ça, mais là, ça m'a appris à respirer puis à voir qu'est-ce que le temps va faire. Ouais. Puis, tout à fait. Puis en plus, c'est qu'avec le temps, j'imagine que tu prends de la confiance, tu sais, tu te bâtis dans ton métier, donc tu sais que tu es une comédienne à part entière, tu es bonne, tu as des bons, le public doit aussi te donner des commentaires, donc c'est sûr que quand la confiance se bâtit, on doit mieux respirer. Ouais, Une question du public, quel est ton plus grand rêve? heu, C'est une grosse question. ouais, heu, je dirais qu'avant mon plus grand rêve, avant le théâtre, c'était de danser. Ah,
là, c'est de faire, je ne sais pas, je dirais, je suis en plein dans mon rêve. Je me réalise, puis le théâtre que je fais en ce moment, c'est comme parfait pour, c'est parfait, là. Donc, tu vis ton rêve, Ouais, t'es au bon endroit au bon moment. ouais. Ah, ça fait du bien d'entendre ça, tu vois. Malgré la pandémie, il y a plein de gens qui sont au bon endroit au bon moment. Ah ouais, c'est génial. Puis, dis-moi, avant d'entrer au Muse, tu disais que tu étais intéressée par la danse, mais qu'est-ce qui a fait que tu es entrée au Muse? Est-ce que c'est par tes parents, des amis ou c'est toi qui en as entendu parler? J'en ai entendu parler par un prof, qui était dans une association pour personnes handicap ou déficience intellectuelle. Ça s'appelait la Gagne à Rambourg. Oui, C'était presque la même chose que ce que je fais en ce moment, mais c'était pas nécessairement professionnel. ouais. Alors là, j'ai rencontré mon prof de chant, puis elle trouvait que j'étais bonne pour faire du théâtre, pour comme imaginer des choses. Puis là, elle m'a fait pas rentrer, mais découvert. Mhm. Ah, Les donc, Muses. Donc, tu as fait un premier essai. ouais, Comme tu as dit tantôt, c'est en jouant Shakespeare que là, tu as vraiment eu le déclic. ouais, ça c'était le fun, là. C'est pas un texte facile. Donc, tu n'as pas commencé. On comprend que toi, c'est pas la voix facile qui t'intéresse. C'est vraiment les grands auteurs, les grands textes. Mais on était quand même tout le groupe, euh, 10 personnes environ, qui se donnaient tout le temps la réplique, OK. comme une phrase pour un, une phrase pour l'autre, ainsi de suite. Mais c'est quand même lourd comme texte, là. Ouais. Ça fait qu'on devait toute la prendre par cœur, tout le monde. OK. Donc, tout le monde était sur le même pied. Toutes les mêmes lignes étaient apprises par tout le monde. Oui, parce que s'il y avait une personne qui oubliait une phrase, on devait enchaîner. OK. Donc, quelqu'un d'autre prenait la balle au bon puis continuait le texte. Oui, Est-ce qu'il y a beaucoup de solidarité au Muse et à Joe, Jack et John? Est-ce que vous vous aidez beaucoup? oui. Comment vous vous aidez? Ben, on muse pour aider, pour s'aider. Si on oublie quelque chose, on se le fait rappeler toujours par un autre. OK. Puis on n'essaie pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est une, une bonne façon d'être Ouais. solidaire. Oui, solidaire. Puis Joe, Jack et John, ben, je pense qu'on a tous notre travail. On a tout notre travail. Ça fait qu'on essaie de. Ben, surtout Pénélope ou Laurie, ou les accompagnateurs, ou les gestionnaires, les aides de faire de la gestion. Ça fait qu'on n'est jamais, moi, je m'occupe seulement de Violette, mon rôle, ou ouais, Donc, il y a des gens qui s'occupent que de l'administration, ouais, que des répétitions. Donc, ça nous aide de pas avoir trop de, ouais, donc, tout est fait en ça, tout est mis en place pour que la seule chose à laquelle tu penses, c'est ton rôle. ouais. Donc, tu peux vraiment t'imprégner de Violette et le reste, tu laisses ça à Pénélope. Pénélope, est-ce qu'elle est metteur en scène sur le spectacle de Violette? Non, elle, elle, Elle est elle productrice. s'occupe, oui, elle écrit, puis elle gestionne aussi. Oui. Ouais, pour le public qui nous écoute, Pénélope, c'est une autre magicienne qu'on ne voit pas sur l'écran, mais qui fait de la gestion à Joe, Jack et John et qui nous a permis de connaître Anne.
Donc, Et on elle parle de répond, Pénélope. oh, excuse, Vas-y, vas-y. elle répond tout le temps à mes questions aussi. Tant que j'en ai beaucoup parce que j'oublie, là, quand même. C'est correct. Mais c'est ça, elle est là pour moi, puis je pense que sans elle, je pourrais peut-être pas respirer comme là. Elle t'aide à mieux respirer, Pénélope. C'est une autre des personnes qui t'aide à mieux respirer. On voit que tu as beaucoup d'humour. Ah! Puis, tu disais que Joe, Jack et John, c'est une compagnie de théâtre inclusif. Oui, Comment tu ne... Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas le théâtre inclusif, tu dirais que c'est quoi le théâtre inclusif? le théâtre inclusif, c'est que il peut avoir du monde avec une déficience intellectuelle ou un handicap physique, ou peu importe quel handicap et quelle déficience. Mhm. Puis ils s'adaptent à nous. C'est jamais, ils prennent jamais un rôle qui ne nous ressemble pas. Donc, c'est vraiment pensé en fonction des interprètes. Ouais, C'est la compagnie qui s'adapte aux interprètes et non les interprètes qui vont s'adapter au texte et à la compagnie. oui, c'est ça. OK, j'ai bien compris. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi des gens qui ont des handicaps physiques. Donc dans un spectacle, quelqu'un peut être en chaise roulante, donc les possibilités doivent être très grandes, j'imagine. Ou des fois, ils sont plus vieilles aussi. Oui. Alors, ils ont du mal à marcher, puis ouais. Donc, Mais ils s'adaptent à tout. OK. Donc, il y a pas de défi trop Euh, grand là, pour Joe, non, Jack et John. OK. Puis, est-ce qu'il y a des situations où, peux-tu nous parler des fois de certains défis que tu as rencontrés dans des pièces ou en répétition, des choses peut-être plus difficiles à faire? peut-être qu'en répétition, pour les voix-actrices centristes, c'est anglophone et francophone, mais OK. plus anglophone. Wow. Ça fait que la difficulté, c'est de tout comprendre parce que je veux tout comprendre, moi, là. Je OK. peux pas comprendre. Ça Wow. fait que je mets mes lanternes chinoises anglophones, là, puis j'essaie de comprendre. Wow. Génial. Dis-moi, il y a une personne qui nous écoute qui nous dit que tu as, une bonne diction. Est-ce que ça te demande beaucoup de travail, la diction, ou c'est quelque chose que tu es né avec une bonne diction? Non, 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 pas pantoute. Ça demande beaucoup de travail. Quand j'étais jeune, là, on me comprenait même pas. Ah non! Ben, moi, je le savais pas parce que quand on a une voix à l'intérieur de notre tête, on dirait qu'on l'entend comme si on n'avait pas de problème. Mais les autres qui m'entendaient me comprenaient pas. OK. À part ma mère Ah qui ben, comprenait mon langage, là, mais puis, est-ce que tu as commencé jeune à travailler ta diction? oui, j'ai eu des, comment on appelle ça? Orthophonistes. Oui! Oui, les orthophonistes. Ben oui, des spécialistes du langage, dans le fond, qui t'ont aidé. Beaucoup. Puis j'ai eu un appareil pour le palais. Oui. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Ah ouais. Puis je parlais beaucoup. En fait, depuis que j'ai intégré le théâtre, je dirais que ça m'a comme donné un peu plus de confiance. Mm. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'étais une enfant qui parlait très, 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 très vite, puis on ne me comprenait pas. Donc, faire des webinaires avec toi, ça me force à ralentir aussi. Ah, Donc, je suis contente. on n'arrête jamais d'apprendre. Ça se passe dans les deux directions. Ah! Dis-moi, est-ce qu'un jour tu aimerais écrire ou créer ton propre spectacle, ta propre pièce de théâtre? Pas créer ma pièce de théâtre, Non. ça, je le laisse pour d'autres personnes. Mais écrire, j'adore. Ouais. Puis peut-être donner des idées.
ou metteur en scène. OK. Donc, tu pourrais être une espèce de conseillère en dramaturgie ou... Ouais, ouais. Hmm. Puis même, peut-être que je pourrais jamais faire ça, mais j'aimerais pouvoir critiquer des critiques d'art dramatique. Oui. Tu voudrais critiquer les critiques. Oui, Ah, j'aime ça. Qu'est-ce que tu dirais aux critiques, Anne? ben ils n'étaient pas aux répétitions. Ah, ça, tu as absolument raison. Parce que les répétitions, c'est difficile. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que des fois, les critiques mériteraient de se faire critiquer aussi. Ben, tu Oui, sais qu'on peut leur écrire aux critiques, hein? Ils ont des adresses courriels. Je nous donne des idées, là. ben, je pense que c'est plus écrire pour moi Mhm. parce que je suis pas assez fonceuse pour leur dire. Ben, ça va peut-être venir. Donne-toi le temps. Sois patiente. Ouais. Ah, génial. Est-ce que tu as des pièces de théâtre préférées? Euh, ben, Casse-Noisette, Oui, c'est ben oui, c'est un ballet, mais quand même, oui, oui. Non, 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 mais c'est vrai. euh, peut-être que je ne sais pas quand le théâtre, pour moi, il y a aussi de la danse. Ouais. J'ai jamais vu vraiment de théâtre traditionnel. Donc, pour toi, il faut que ça bouge, il faut que ça chante. Tu veux quelque chose qui est plus, comment dire, grand déploiement. Ben, c'est ça. Ou de la comédie musicale. J'ai vu La Mélodie du Bonheur, c'était vraiment beau. Oui, paraît. Moi, je l'ai raté, mais paraît-il que c'était excellent. Oui, Ah, donc ça, c'est dans tes coups de cœur. ouais, Donc, tu nous suggérais d'aller voir des comédies musicales. oui, Ça fait du bien à l'âme, les comédies musicales. Est-ce que tu te verrais participer à une comédie musicale? Est-ce que tu aimerais ça? oui. Ouais, je pense que c'est ça la prochaine étape, là. Après Violette, ça va être la comédie musicale. Ben, j'aimerais ça, mais avec les waitress sont tristes, au moins que ce que je fais, c'est que je danse, puis aussi je parle là, quand Mhm. même, c'est du théâtre, mais c'est ça, je danse, alors ça touche un peu mes deux passions du moment. Puis là, tu sembles parler beaucoup de pièces qui sont des drames. Est-ce que c'est ton style préféré, le drame, ou t'aimes aussi la comédie? J'aime mieux le drame. Oui, hein? Ouais, je pense que oui, parce que quand on essaie de me faire rire, je ris pas vraiment, je sais pas. À part quand on se parle, je souris vraiment depuis tantôt. C'est vrai. Ben moi aussi. Mais quand on essaie de me faire rire ou de m'amuser, ben, je suis comme un peu mal à l'aise, là. OK. C'est pas naturel. C'est pas naturel. OK. Donc, toi, le drame, OK. Donc, tu as vraiment t'as une sensibilité au drame, puis Oui, c'est comme ça que ton expression artistique est canalisée, au fond. Ah, je vois. Donc, il ne faut pas essayer de te faire rire puis de faire des blagues plates, ça ne marchera pas. Non, échec. OK, c'est bon, je prends des notes. Je prends des notes. Ah, oui, non, parfait. Une question de quelqu'un qui, ben, pendant qu'on parlait de Joe, Jack et John, quelqu'un demandait est-ce que vos créations sont jouées par d'autres compagnies ou c'est vraiment juste Joe, Jack et John qui jouent Violette, qui jouent Les Waitresses sont tristes? je pense que pour le moment, c'est seulement Joe Jack. OK. Ça fait pas si longtemps, je pense. Ouais, c'est quand même des nouvelles créations. Donc, Ouais. la première étape, c'est de jouer les pièces et ensuite, ça sera présenté Ils peut-être. sont, puis ils sont assez uniques aussi, là. Oui, tout à fait. Je Ben, pense pas que tout le monde pourrait faire Violette. non, c'est vrai. C'est Pas quand pour le même, moment. c'est pas facile jouer Violette, non. Non. Puis,
Est-ce que vous faites des tournées parfois aussi? Oui, là, on s'en va faire une tournée à Vancouver. Wow! Est-ce que c'est la première fois que tu pars en tournée? Non, non, je suis allée à Kingston une fois avec Violette, justement. C'était vraiment le fun. Oui. Comment ça se passe une tournée? J'imagine qu'il y a un rythme puis qu'il y a aussi une discipline à suivre? Oui, un peu comme ici. Euh, puis on a quand même une chambre. Puis souvent, comme, ils nous mettent à l'aise, puis on est comme choyés. OK. Donc, vous avez votre chambre d'hôtel, on s'occupe de vous, les repas sont prévus. Donc, c'est ça, vous êtes des stars en tournée. Mais en même temps, c'était ma première tournée à Kingston. Je ne sais pas comment on va être traité à Vancouver. Ben, sûrement aussi bien. On souhaite que ça soit aussi bien. Puis là, dans le public, on sent que ça crée de l'émoi, que vous allez à Vancouver. Les gens me demandent si vous allez présenter la pièce en français ou en anglais à Vancouver. Je pense que les deux, Ah ouais, OK. ouais, français puis anglais. OK. Je ne sais pas qui va faire l'anglais, mais moi, je suis quand même bonne. OK, donc toi, tu es capable de faire les deux langues même. Oui, je serais capable, mais là, une petite femme dit que il va y avoir une autre Violette qui s'appelle Steffi, était avec moi durant toutes les répétitions. OK. Puis elle va s'occuper de l'anglais. Elle est super bonne. Donc, il va y avoir vraiment un pendant anglophone, pendant francophone pour Violette. Donc, Violette en anglais s'appelle Steffi. S'appelle encore Violette. OK, c'est la comédienne, Steffi. Mais Steffi, moi, Je pensais que le personnage avait un autre nom. Désolée. non, c'est pas grave, j'aurais dû être plus claire. Non, c'est pas grave. Puis, est-ce qu'il y a des personnages féminins qui t'ont marqué, qui t'aident à être une meilleure comédienne? Euh, Ben, je ne sais pas pourquoi j'ai unité 9 en tête, Oui. mais ça m'inspire Mhm. pour avoir tout le temps de ne pas rire, justement. Quand je pense à unité 9 et que j'ai le goût de rire, ben, je ris pas. OK. Donc, ça t'aide vraiment, tu penses à la situation des comédiennes en prison, puis ça t'aide vraiment à penser à ton travail. Oui, Ouais. Il faut dire que il y a énormément de personnages féminins dans Unité 9. Il y a beaucoup d'inspiration possible aussi. comme actrice là-dedans, c'est Eve Landry qui m'inspire. Ah oui, tu as raison. Oui, oui, Ève Landry. Justement, je la vois régulièrement ici. Ah, en plus, ben oui. Est-ce que vous répétez dans les mêmes pièces ou elle travaille pour une autre compagnie? Pour une autre compagnie, OK. mais je ne sais pas. On se voit puis on se dit allô, mais pas plus. Ah, génial! Est-ce que tu as déjà rencontré d'autres acteurs, actrices que tu admires? Oui, mais je me rappelle plus de son nom. Ah, c'est pas Il, grave. il était dans. En tout cas, Donc, ça t'arrive de rencontrer. ouais, c'est un gars, puis il est vraiment bon. Génial, génial. Puis donc, je trouve ça intéressant que tu parles d'Ève Landry parce que du fait que tu aimes le drame, Ève Landry, elle a vraiment un personnage qui est très dramatique dans Unité 9, Ouais, puis qui passe par vraiment toute une gamme d'émotions. Puis, tu sais, tu parlais d'abus tantôt de Violette. Peut-être que même le personnage voyons comment elle s'appelle dans Unité 9, j'oublie son nom. Le personnage d'Ève Landry t'a ouais. sûrement aidé à peut-être à jouer même je sais pas comment dire, tu sais, les deux personnages ont subi de l'abus, il y a quand même des points de rapprochement entre les deux personnages, j'imagine.
j'ai pas pensé à l'abus, mais mais qu'est-ce qui m'inspire, c'est qu'elle incarne qui est très, focus Oui, sur qu'est-ce qu'elle doit faire. tout à fait. Mais c'est vrai que ça rejoint beaucoup Violette parce qu'elle aussi, elle a vécu de l'abus. Mmh. Ouais, tout à fait. Puis, quelqu'un nous demande, puisqu'on parlait des acteurs que tu admirais, est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices que tu rêverais de rencontrer ou avec qui tu aimerais travailler? Oui, Mélissa Des Ormeaux-Poulain? Deschamps. Oui! Mais elle a déjà travaillé avec une fille des Ah Muses. ouais? Ouais, dans Gabriel C'est vrai, avec mais avec Gabriel. Gabrielle, ben oui. C'est vrai que Gabrielle, c'est toute une ambassadrice des muses. Grâce à Gabrielle, on connaît beaucoup mieux les muses, hein? C'est plate parce que je suis arrivée après le tournage. Sinon, peut-être que toi, on t'aurait vu dans Gabrielle. Ben, ça va revenir, je suis certaine. Est-ce que J'aimerais vraiment la rencontrer parce qu'elle dégage un peu la même énergie que moi, mmh quand Ah, elle n'est pas en situation de jeu. intéressant. C'est vrai, comme tu dis, c'est quelqu'un aussi je suis certaine que Mélissa Desormeaux-Poulain, elle respire bien. Quand on la regarde, on dirait vraiment qu'elle respire. Oh oui, Ouais, elle est très enracinée, vraiment. oui, oui, Est-ce que tu aimerais ça jouer au cinéma? Excuse-moi, on parle beaucoup de théâtre, mais est-ce que le cinéma, ça t'intéresserait aussi? oui. Mais le cinéma attend en temps, ben, en tout cas, comme figurante OK. pour le moment. Tu commencerais comme figurante. Ouais, je voudrais comme rentrer dans l'eau, mais pas trop. Ouais, graduellement. Tu commencerais par la partie peu profonde, tranquillement. Parce que c'est vrai que pour nous, le public, on a l'impression que ça se ressemble, le cinéma puis le théâtre, mais je pense que pour une comédienne comme toi, c'est pas du tout la même chose, hein? Non. Le, En théâtre, qu'est-ce que j'ai observé, c'est que on doit tout le temps être dans une énergie différente. On doit tout le temps être présente, Mmh. peut-être en caméra aussi. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour le moment, c'est d'être figurante. Puis, on, j'ai l'impression qu'on peut jouer un petit peu plus avec l'écran qu'au théâtre. Là, au théâtre, on doit quand même être, je ne sais pas, rentrer directement dans ce personnage. Ouais. Et dans la caméra, je pense qu'on peut avoir le temps de rentrer dans ce personnage. Ouais, j'ai l'impression qu'au théâtre, on est plus entier, tandis que devant la caméra, on joue plus petit, peut-être? Oui, ben, c'est ça que je voulais dire, mais Ah! Mais tant mieux! toi, Tant mieux. ouais, en fait, tu m'as totalement compris. Ah bon, ben tant mieux, génial. Donc plus petit. Mais donc, tu as déjà fait de la figuration en cinéma? Oui, pour, justement Unité 9. Ah! Donc tu es oh wow! Puis est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'était dans quel genre de scène? C'était dehors, OK. puis, le personnage de Bouboule, je ne sais pas si elle se faisait appeler comme ça? Je pense que c'était quelque chose comme ça, oui. La personnage qui a les cheveux roux, je crois? Ouais. Oui, 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 oui. Elle venait dans un centre pour personnes en déficience intellectuelle OK, ou avec un handicap, puis elle faisait du bénévolat. OK. Ça fait que c'est un peu ça rejoint la réalité aussi. Ouais, Alors c'est plus facile de jouer ça pour nous. Puis, la Kathleen Fortin, ouais, c'est elle. ouais, l'actrice.
Elle est vraiment très gentille, très à l'écoute. Ouais, j'ai vraiment un coup de cœur, là. J'aurais dû, parler d'elle plus tôt, mais Ça va. Puis est-ce que ça a été une longue journée de tournage avec Kathleen Fortin? Ouais, ben, peut-être que pour elle, c'était plus long. Nous, c'était 4 heures. OK, mais quand même, vous avez passé quand même toute une demi-journée pour vous assurer que la scène était bien tournée. Ouais, j'ai comme une journée de muse. OK, OK. Ouais, Donc pour toi, c'était quand même, je ne sais pas comment dire, c'était pas une journée plus exigeante qu'une journée à l'école, par exemple. non. Puis je me sentais quand même dans mon élément. J'aime, je suis stressée pour, un processus là, en entendant un processus, mais quand je suis en direct avec la caméra ou en direct avec une personne comme toi, Mhm. ben, je me sens plus à l'aise. Ouais. Donc, c'est les histoires qu'on se raconte avant de commencer un projet, tandis que quand on saute à l'eau, Ouais, ça se passe bien. on devrait même pas s'en faire avec ça, mais on s'en fait là, malheureusement. Ah, t'as raison, c'est humain de s'en faire, ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est universel, on s'en fait tous, puis une fois qu'on le fait, on se dit, bah, c'était pas si pire finalement, ça s'est bien passé. Ouais, ça pourrait être notre mot de la fin, parce que je pense que déjà, ça fait 45 minutes qu'on se parle, tu vois, le temps passe et vite. Oui, hein? Moi aussi, je vois l'heure qui passe, puis je m'en rends pas compte. Mais en tout cas, il y a des gens qui écrivent en privé, qui disent que tu es très inspirante, puis c'est vrai, Ah, Anne. merci. Tu es inspirante, puis moi, j'ai hâte que le vaccin soit trouvé parce qu'on va pouvoir te voir. Oui, on veut te voir en vrai sur une scène. On veut rencontrer Violette. Puis, je pense que c'est important que le grand public apprenne à mieux connaître le théâtre inclusif aussi, la danse inclusive. On en fait de plus en plus à Montréal, puis vous gagnez vraiment à être plus connu. Oui. Ouais. Ben, écoute, je te remercie infiniment. Merci pour ce Merci à moment. Puis, on se revoit. Je vais venir te faire signer un autographe après Violette quand oh, vous allez commencer la tournée. parfait. Et on remercie Laurie qui était là, cachée, à côté. Merci beaucoup. Merci à Joe, Jack et John. Puis à bientôt. Au revoir, Anne. Bye.